Bonjour à tous et bienvenue sur Ecologia. Première vidéo de la chaîne, enfin, l'occasion pour moi de faire un récap en passant en revue chaque notion réalisée et en développant un peu plus le sujet principal de cette saison, à savoir les 9 limites planétaires. J'ai lors de cette saison essayé d'expliquer en moins de 2 minutes chaque limite planétaire. Évidemment 2 minutes ça passe vite, voire très vite, et je suis conscient que beaucoup de notions sont évoquées en très peu de temps. Et c'est parfois compliqué de tout comprendre. Cette vidéo va être assez longue du coup, elle va permettre de compenser avec les shorts. On va vraiment prendre le temps cette fois-ci d'approfondir tous les sujets vus dans la saison 1, donc installez-vous, prenez un petit thé, un petit café, mettez-vous à l'aise. Vous avez évidemment le timecode affiché en dessous pour vous repérer dans la vidéo. Et évidemment avant que j'oublie, vous avez toutes les sources utilisées en description pour vous faire votre propre avis sur ce sujet et aussi pour comprendre mon raisonnement. C'est hyper important pour moi que vous gardiez votre esprit critique sur ces sujets d'actualité. Encore une dernière chose avant de commencer cette vidéo, promis après je vous lâche, mais simplement essayez de prendre du recul sur les faits. Il y aura des sujets qui vont pas être très joyeux, ça c'est sûr, mais avec cette chaîne, mon but c'est pas de créer en vous une quelconque éco-anxiété ou une source de stress, simplement que vous ayez une idée générale lorsque ces sujets sont évoqués. Passez une bonne vidéo. Lui, c'est Johan Rockström, un scientifique suédois. Si ce nom ne vous dit rien, c'est sûrement que vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Et si j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube, c'est probablement grâce à cette personne et son équipe. Cette saison s'est consacrée dans la globalité à un sujet qui était ultra passionnant à raconter, celui des 9 limites planétaires. Je vous explique en 2 minutes. En 2 minutes, c'est le changement d'usage des sols, le cycle de l'eau douce. Alors pour comprendre le modèle de Rockström, les 9 limites planétaires désignent 9 grands processus liés au système Terre. Certains processus permettent de faire en sorte que vous et moi puissions vivre sur Terre, comme la couche d'ozone, le cycle de l'eau ou encore les gaz à effet de serre, et d'autres processus qui, si on les modifie trop avec les activités humaines, deviennent contraignants et ont des conséquences à long terme sur l'environnement. Parmi ces processus, on peut citer l'acidification des océans ou encore le changement d'usage des sols. Mais vous inquiétez pas, on va tout détailler. Et en fait, chacune de ces limites possède un seuil à ne pas dépasser, sans quoi la vie sur Terre serait compromise. Et je pense que j'ai voulu commencer par ce thème car, pour moi, tout le travail de Johan Rockström et de son équipe, il est juste libérateur. Kate Raworth, une économiste et une autrice britannique incroyable, va reprendre les travaux de Johan Rockström et dira qu'au-delà de toutes les recherches faramineuses qu'ils ont dû faire pour établir ces 9 limites planétaires, on a enfin un visuel, un modèle sur lequel s'appuyer pour savoir ce qui doit être nos priorités. Dans son livre La théorie du donut, Kate prend l'exemple que j'aime beaucoup de l'économie, car en économie, on retrouve énormément de graphiques, de modèles, bref, de visuels permettant de comprendre les interactions entre les agrégats, donc des valeurs économiques, et les acteurs économiques. Et je vous assure, comprendre le système économique, c'est pas une mince affaire. Seulement le décrire à l'aide de modèles économiques, à l'aide de visuels, permet de mieux l'assimiler. Et c'est un peu ce qui m'a frustré dans le développement durable, c'est que au-delà du modèle de Rockström, avant je ne connaissais aucun visuel, aucun modèle qui me permettait de comprendre les interactions entre les activités humaines et l'environnement. Alors bien sûr, le modèle de Rockström n'est pas parfait, il est même assez général, mais seulement ce modèle permet de comprendre que certaines limites ont des impacts sur d'autres et qu'en réalité toutes les limites planétaires sont interdépendantes. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de l'acidification des océans? C'est le tout premier sujet que j'ai abordé sur ma chaîne YouTube et c'est avec lui que j'ai découvert les limites planétaires. Mais avant de vous expliquer ce qu'est l'acidification, laissez-moi vous rappeler quelques bases. Sur notre planète Terre, les océans recouvrent plus de 70% de la surface. En plus d'être un habitat gigantesque pour la biodiversité, ils participent à la régulation du climat en absorbant près de 30% du CO2 généré par l'homme. Et on constate avec le changement climatique que l'océan se transforme de 3 façons différentes. La première, c'est le réchauffement des eaux, et les océans ne sont pas épargnés. En 2022, Statista signale dans un article que les océans se réchauffent de plus en plus vite. La seconde transformation, c'est la montée des eaux. En fait, les glaces continentales, c'est-à-dire l'accumulation de neige, de glaciers et de calottes polaires, ne cessent de fondre. Et ce surplus d'eau en provenance du continent se transfère dans l'océan, entraînant une augmentation de son niveau. Et la troisième transformation, celle relevée par Johan Rockström et son équipe, c'est l'acidification des océans. Mais de quoi parle-t-on concrètement lorsqu'on parle d'acidification des océans ? Pour comprendre l'acidification, on va retourner au collège. Alors pas de panique, on va juste en cours de physique-chimie. On nous a appris au collège que toute solution a un pH, c'est-à-dire un potentiel d'hydrogène, généralement compris entre 0 et 14. Un potentiel d'hydrogène qui tend vers 0 sera considéré comme une solution acide, comme un jus de citron par exemple. Et à l'inverse, une solution tendant vers 14 sera considérée comme basique, comme de l'eau de Javel. L'eau de mer sur cette échelle, elle se positionne à 8,1.
Cela signifie que l'eau de mer est une solution basique. Seulement, comme on l'a dit avant, l'océan absorbe du CO2 et ce processus modifie le potentiel d'hydrogène de l'océan en le rendant plus acide. Et ce qui est fascinant avec ce sujet, et c'est pas le cas avec toutes les limites, c'est qu'on peut déjà visualiser les conséquences à long terme de l'acidification. En fait, il existe des zones dans l'océan qui sont plus acides que la normale. Mais en fait, elles sont naturelles puisqu'elles se trouvent à côté de volcans sous-marins. Et en fait, un volcan sous-marin, ça rejette naturellement du CO2. Ces zones sont donc des terrains de jeu parfaits pour les chercheurs pour déterminer les conséquences futures de l'acidification. Un article de Stanford paru en 2012 constate dans les zones acides une diminution de la diversité fonctionnelle. Donc une diminution de la diversité fonctionnelle, ça signifie une baisse des interactions entre les organismes marins et leur environnement. Furenza Micheli, l'une des chercheuses de Stanford, affirme que l'acidification diminue la concentration de calcaire dans l'eau. Et en fait, moins de calcaire dans l'eau signifie moins d'organismes à coquilles, comme les huîtres par exemple, puisque leur coquille est faite de calcaire. Et encore plus étonnant, dans les eaux acides, les animaux aquatiques perdent leur instinct de survie. Et c'est pas une blague, en fait, ils ne fuient plus lorsqu'ils sentent l'odeur d'un prédateur. Ils s'exposent anormalement, de manière quasi suicidaire, au risque d'être mangés. Alors le lien entre acidification et changement de comportement n'a pas encore été prouvé, mais personnellement je trouve ça fou qu'une modification de seulement quelques dixièmes de pH ait de telles conséquences sur la faune et sur la flore. Et on va voir que l'acidification n'est pas la seule limite à impacter la biodiversité. L'érosion de la biodiversité. C'est la deuxième limite évoquée dans cette saison, et pour la résumer, j'ai dû me replonger dans mes cours de SVT. En fait, j'ai voulu chercher la définition de biodiversité, et j'ai compris très vite que c'était très vaste. Certaines personnes, quand on leur dit biodiversité, ils pensent aux animaux et aux espèces sauvages, d'autres pensent au climat et au paysage, mais en fait, la biodiversité, c'est tout ça réuni. En fait, le terme biodiversité est tellement large qu'on peut la classer en 3 grandes catégories interdépendantes. La diversité écosystémique, la diversité spécifique et la diversité génétique. Et on peut voir ces 3 diversités comme une sorte de pyramide. La première à la base de notre pyramide, c'est la diversité écosystémique, c'est-à-dire la diversité, la variété d'espèces au sein d'un même écosystème. Dans chaque écosystème et au milieu de notre pyramide, on a la diversité spécifique. C'est en fait l'abondance d'espèces qu'on peut retrouver dans un milieu naturel. Par exemple, le nombre de cerfs dans une forêt, ou encore le nombre de tigres dans une jungle, etc. Et enfin, tout en haut de notre pyramide, à l'échelle microscopique, on a la diversité génétique, c'est-à-dire étudier les variations génétiques d'une même espèce. Un exemple simple chez l'être humain serait d'étudier les différentes couleurs des yeux. Et surveiller la diversité de la faune et la flore, ça fait plusieurs décennies qu'on le fait. Seulement vu l'immensité de notre biodiversité, on peut rapidement comprendre qu'il est difficile de l'évaluer. Mais certains indicateurs permettent de tracer une tendance de l'évolution de notre biodiversité. Parmi eux, on a l'indice de planète vivante, qui est un indice développé par la WWF et qui suit depuis 1970 l'évolution de plus de 5000 espèces sauvages différentes. Et lorsqu'on compare le nombre d'espèces sauvages il y a 50 ans et le nombre actuel, l'indice de planète vivante indique un déclin de 69%. Alors ça signifie pas qu'il reste 31% de notre biodiversité, mais simplement qu'en moyenne on recense 60% moins d'espèces sauvages que dans les années 70. Et ce n'est pas le seul indice relevant une baisse de la biodiversité. La liste rouge, l'une des listes les plus complètes pour les espèces végétales et animales, indique aussi une explosion des espèces menacées. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait qu'on ait une érosion de la biodiversité aussi importante. En fait, il est difficile d'établir une seule cause puisque plusieurs facteurs sont responsables de ce déclin. Parmi les plus importantes, on peut citer la destruction de l'habitat naturel, ou encore l'apparition d'espèces étrangères qui nuisent aux écosystèmes, et bien sûr le changement climatique qui modifie notre biodiversité. Depuis 2015, la biodiversité fait partie des objectifs de développement durable de l'ONU, mais les efforts restent encore minimes par rapport au déclin sans appel, et surtout à notre méconnaissance de notre propre biodiversité. Notre troisième limite planétaire est sûrement l'une des limites les plus intéressantes que j'ai pu étudier, puisqu'elle met en valeur un dilemme sociétal qui est aujourd'hui plus que d'actualité. Avant que je m'intéresse aux travaux de Johan Rockström et de son équipe, quand on parlait d'azote, ça
Ça me disait pas grand chose. Je savais de quoi on parlait sans pour autant comprendre ce que représentait l'azote ou dans quel secteur il était utile. Et pourtant j'avais tort. Tort de ne pas m'intéresser à l'azote puisqu'il est au cœur d'un sujet sociétal et écologique. Avant de découvrir de quel problème il s'agit, laissez-moi vous raconter le cycle de l'azote. Tout comme le phosphore ou le carbone, l'azote est un élément qui circule et qui subit à travers son cycle plusieurs transformations. Pour résumer rapidement le cycle de l'azote, les plantes, avec l'aide de bactéries, utilisent l'azote qui est présent dans l'air comme nutriment et le transforment en protéines. Les animaux absorbent aussi à leur tour de l'azote en consommant ces plantes riches en protéines et en azote. Et lorsque les végétaux et les animaux meurent, des micro-organismes du sol et des champignons se chargent de décomposer la matière organique. Ces micro-organismes libèrent une partie de l'azote dans l'air et retiennent le reste dans le sol. Donc ça c'est la version ultra simplifiée du cycle de l'azote. Mon but c'est pas de faire de vous des scientifiques, mais simplement que vous compreniez un petit peu son fonctionnement. Donc en soi on voit que l'azote n'est pas mauvais pour les plantes. Bien au contraire, l'azote qui est retenu dans les sols est un nutriment essentiel pour la croissance des plantes. Et vous avez peut-être déjà entendu parler des engrais NPK, N pour azote, P pour phosphore et K pour potassium. En fait, les engrais NPK sont des engrais utilisés dans l'agriculture justement pour la croissance des plantes. Et c'est là où ça devient problématique, c'est que notre surutilisation d'engrais azotés a des conséquences sur l'environnement. En fait, le problème que soulignent plusieurs études, c'est que seule une fraction de l'azote qui est appliquée aux terres, donc par le biais d'engrais, est consommée par les plantes. La grande partie se perdant dans l'environnement. On peut aussi citer les rejets d'émissions de véhicules à combustion, mais selon la FAO, l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, l'agriculture, c'est bien l'activité qui rejette le plus d'azote et de phosphore. L'une des principales conséquences, et celle qui est je pense la plus tangible, c'est l'eutrophisation. Alors restez avec moi, l'eutrophisation c'est juste un développement surabondant d'algues dans l'eau. Et en fait ça s'explique assez facilement. L'azote qui était présent dans la terre se retrouve avec les précipitations dans les rivières et les cours d'eau. Et en fait trop d'algues dans un cours d'eau ou dans une rivière ça appauvrit l'eau en oxygène et donc ça nuit à la vie marine. Un exemple hyper concret de ce qu'on peut avoir comme eutrophisation c'est les marées vertes en Bretagne. En fait les marées vertes sont d'importants dépôts d'algues qui résultent principalement de l'agriculture intensive. Pour comprendre ce qu'il se passe au large des côtes bretonnes, je vous recommande de lire l'article de Reporter sur les marées vertes que vous retrouvez en description, mais aussi de regarder le film fantastique de Pierre Jolivet, Les algues vertes. Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça? C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Ils font tout pour pas me parler. Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Depuis l'utilisation massive des engrais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et face à une croissance démographique exponentielle, l'agriculture cherche à s'étendre de plus en plus, avec des monocultures de plus en plus grandes. Et c'est ce qui nous amène à notre 4e limite planétaire. Pour cette 4e limite planétaire, je me suis demandé avec moi-même quel était le meilleur moyen de vous introduire le changement d'usage des sols. Puis je me suis souvenu qu'il y avait une carte qui m'a particulièrement marqué lorsque j'ai étudié ce sujet. Cette carte elle a été réalisée par la FAO et elle représente la couverture des sols. Ce que vous voyez en vert ici ou là, c'est la couverture forestière. Et on a sur cette carte deux autres couleurs prédominantes, l'orange et le jaune. On en voit beaucoup ici au nord de l'Inde, mais aussi au nord-est des États-Unis ou encore ici, en Chine. Et ces couleurs, elles représentent la couverture agricole de la terre. Lorsqu'on jette un œil à sa définition, le changement d'usage des sols ne se limite pas à l'agriculture. En fait, un changement d'usage des sols correspond à la transformation des terres pour répondre aux besoins de l'homme. Ainsi, exploiter une aire pour la richesse de ses sols ou encore transformer un terrain pour y construire des habitations, ce sera considéré comme un changement d'usage des sols. Seulement l'activité qui pose le plus problème, et je parle bien ici de l'utilisation des sols, c'est l'agriculture. En fait, les zones agricoles, à l'échelle mondiale, représentent plus de 40% des terres émergées. Selon les limites de Johan Rockström, 40% c'est beaucoup trop. Selon ces estimations, l'agriculture ne devrait pas dépasser plus de 15% des terres émergées. Cependant, réduire la surface agricole dans une période de croissance démographique, ça semble assez compliqué à réaliser. On assiste donc à un dilemme complexe, d'un côté l'agriculture qui est indispensable pour nourrir une population mondiale en croissance, mais de l'autre son expansion, si elle n'est pas maîtrisée, favorise la dégradation des sols et la perte de biodiversité. En fait, au-delà de la surface qu'occupe l'agriculture et de son impact sur la déforestation, plusieurs articles scientifiques soulignent le désastre écologique que les monocultures ont sur l'environnement. Alors les monocultures, vous les avez sûrement déjà vues, ce sont ces pratiques agricoles dans lesquelles une seule espèce de plante est cultivée. D'autres conséquences directes des monocultures sont relevées, comme la perte de biodiversité, mais elles méritent à elles seules une vidéo complète pour les décrire en détail et aussi évoquer les alternatives associées. Instant promo et bien sûr en lien avec notre sujet, je vous recommande entre-temps d'aller voir le film d'Édouard Bergeon, La Promesse Verte, qui évoque l'expansion du palmier à huile en Indonésie. C'est en salle en ce moment, donc allez-y, foncez. Listen carefully. What do you hear? I don't hear anything.
because there is nothing to hear. No more birds, no more insects, no more orangutans, all gone. Le cycle de l'eau douce. C'est notre deuxième cycle naturel après celui de l'azote, et c'est aussi l'une des récentes limites planétaires franchies par l'homme. Alors comme pour le cycle de l'azote, on va d'abord expliquer comment le cycle de l'eau se forme, et ensuite on va expliquer pourquoi l'eau douce fait partie des 9 limites planétaires. Pour le résumer rapidement, le cycle de l'eau comporte 5 grandes étapes. Numéro 1, l'eau s'évapore grâce au soleil. 2, l'eau se condense pour former des gouttelettes dans les nuages. 3, redescend sur Terre par les précipitations avec la pluie et la neige. 4, l'eau s'écoule par les cours d'eau. Et 5, revient à la mer et aux océans. Et pendant longtemps, on a cru que le cycle de l'eau n'était pas alarmant. Et c'est vrai, lorsqu'on jette un œil sur notre consommation d'eau, les derniers relevés montrent que l'humanité consomme environ chaque année 2600 km3 d'eau douce. Selon les limites de Rockström, nous n'avons pas encore dépassé le seuil qui est fixé à 4000 km3. Mais alors si on n'a pas encore franchi le seuil, quel est vraiment le problème ? En fait, le problème urgent, il vient pas de notre consommation d'eau. Alors je dis pas qu'il faut prendre des bains tous les jours non plus, mais c'est la répartition de l'eau qui pose vraiment problème. Et pour comprendre le problème de la répartition de l'eau, il faut faire la distinction entre eau bleue et eau verte. L'eau bleue désigne l'eau qu'on peut voir à l'œil nu, c'est tout. On la retrouve par exemple dans les lacs, dans les cours d'eau ou encore dans les nappes phréatiques. De l'autre côté, l'eau verte, c'est la part d'eau douce invisible contenue dans les plantes et dans les sols. Et l'eau verte, c'est un indicateur de l'humidité des sols et de l'évolution des écosystèmes. Et si pendant longtemps on a cru que nous contrôlions le cycle de l'eau, c'est parce qu'on prenait en compte que l'eau visible à l'œil nu, c'est-à-dire l'eau bleue. Avec l'intégration de l'eau verte dans les limites planétaires, les données sont réévaluées, et le cycle de l'eau qui était jusqu'à présent en dessous du seuil est désormais la 6e limite planétaire franchie. En fait, on se rend compte que plusieurs écosystèmes subissent des variations importantes de leur niveau d'eau verte. Certains sont marqués par des sécheresses sévères, tandis que d'autres connaissent des taux d'humidité inhabituels. Et c'est là qu'on se rend compte que les limites planétaires de Rockström, c'est pas non plus un modèle parfait. On peut voir que les conséquences du cycle de l'eau sont concentrées sur certaines zones géographiques, et il est difficile d'en faire un problème planétaire. Et même encore aujourd'hui, on a du mal à mesurer notre consommation d'eau et comprendre les interconnexions du cycle de l'eau et savoir quelles sont ses conséquences à long terme. Hello les amis, c'est Simon du montage, juste pour vous dire du coup qu'on arrive à la fin de cet épisode. Je vais faire la vidéo en 2 parties pour que ce soit un peu plus digeste pour vous. Donc là on a vu 5 limites planétaires et je vous donne rendez-vous le samedi 1er juin pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc voilà, si ce travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et puis on se voit samedi pour la deuxième partie. Voilà, des bisous.